Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Je suis très heureuse de pouvoir partager avec vous quelques idées sur la littérature en classe de FLE. Alors moi, je vous parle de l'Est de Belgique, de l'Est de la Belgique, et plus précisément de cette petite communauté germanophone à la croisée des Pays-Bas et de l'Allemagne. Je suis en fait ici à 10 km d'Aix-la-Chapelle. Et c'est ici que j'enseigne la didactique du FLE et que je travaille comme conseillère pédagogique également pour le FLE. Les éléments que je vais vous proposer dans cette rencontre viennent d'éléments plus théoriques comme les travaux d'Estelle Ricoy, Monique Deneyer ou d'un ouvrage coordonné par Jean-Marc de Failly, mais également d'observation, d'expérimentation que j'ai pu mener lors de mon travail comme conseillère pédagogique ou comme enseignante en didactique du FLE. Et pour commencer, pour faire connaissance, je voudrais vous demander simplement dans le chat de me dire, pour rentrer dans ce webinaire sur la littérature, quelles sont vos dernières lectures en français. Donc si vous pouviez me donner un titre d'un roman, d'un article, d'un texte, quelle est votre dernière lecture en français? Alors, La Tresse, je vois Camus, La Peste, Delphine de Vigan, d'accord, Mémoire d'Adrien, ok, Madame Bovary, Les mots, La chambre des dupes, Un secret, Maigret, Docteur Gourion, Valérie Perrin, La librairie de Téhéran, Chanson douce, Fred Vargas, Fatou Diome, Le voyage d'Hector ou À la recherche du bonheur, je ne connais pas. Le dernier Houellebecq, Anéantir. Éric Emmanuel Schmitt. Delphine de Vigan. Oui. Oui, Voyage d'Hector. Ça nous fait déjà beaucoup de choses. Ça nous fait déjà beaucoup de choses à partager pour rentrer dans cet univers littéraire. Et donc, je vais donc vous proposer un petit plan. Je vais passer à mon PowerPoint. Voilà. Et donc, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de jeter un petit coup d'œil en arrière et de voir un petit peu la perception de la littérature dans sa relation avec l'enseignement du français langue étrangère. Ensuite, nous verrons comment la littérature s'intègre dans une approche actionnelle du cours de FLE. Ensuite, nous ferons un petit zoom sur le texte, un zoom sur l'acte de lecture. Nous verrons également quelles sont les préoccupations du cadre européen commun de référence en matière de littérature. Et pour terminer, je vous proposerai quelques pépites, donc quelques coups de cœur dans l'enseignement de la littérature en classe de FLE. Alors, pour commencer, on peut dire que le FLE et la littérature, c'est un petit peu comme un vieux couple.
ces deux-là, le FLE et la littérature, fonctionnent un petit peu comme un vieux couple, avec des sentiments très diversifiés qui vont du coup de cœur à la rupture, de la dévotion au compromis, de la passion à l'indifférence. Et donc, au XIXe siècle, lorsque l'on apprenait les langues avec la méthode traditionnelle, la méthode grammaire-traduction, la littérature était mise sur un piédestal. Il s'agissait du modèle grammatical par excellence. Le texte littéraire était une fin en soi. Il était quelque part considéré comme quelque chose d'inaccessible. Et ce côté inaccessible, se maintient encore maintenant, parce que certains estiment le texte littéraire trop complexe au niveau du fond et de la forme. Certains le trouvent trop éloigné de la réalité, et d'autres encore le trouvent trop éloigné de la modernisation, de l'innovation. Un mariage que certains peuvent considérer un peu impossible à cause de la distance, mais on peut se demander si ce n'est pas un faux prétexte. Alors ensuite, avec la méthode directe, le texte littéraire s'opposait à une vision plus utilitariste de l'enseignement de la langue, et on a essayé de l'éviter. Le texte littéraire était un danger pour le bon fonctionnement de la langue. À cette époque, l'apprentissage était constitué de petits dialogues hyper standardisés, où la subjectivité n'avait pas de place. Ensuite, dans les années 70 ou 70, on assiste vraiment à une réhabilitation du texte littéraire avec l'approche communicative et l'avènement le grand retour et l'utilisation des documents authentiques. Aujourd'hui, la littérature, le texte littéraire s'inscrivent dans une relation partenaire, complice et qui contribue au sein de l'approche actionnelle qui contribue à faire de l'apprenant un acteur interculturel et social. On est donc actuellement loin de l'hégémonie qui régnait lors de la méthode grammaire-traduction, et loin de cette barrière, de ces barbelés qu'on a évité, donc de la littérature qu'on a évité pendant la méthode directe et les méthodes audiovisuelles. Donc, voilà, aujourd'hui, quand on intègre le texte littéraire au sein de l'approche actionnelle, on va l'utiliser pour ses caractéristiques, c'est-à-dire pour son empreinte culturelle, pour le regard subjectif qu'il pose sur le monde et pour l'infinité de ses interprétations. Alors je vois dans le chat, je suis désolée, je me rends compte que vous constatez un problème de son. On a essayé tout à l'heure avec un casque et ça n'allait pas mieux, donc je suis vraiment désolée. Je veux bien m'éloigner du micro, mais je vais essayer de ne pas parler trop fort et de faire au mieux. Je suis désolée. Et donc voilà. Aujourd'hui, donc, après cette vénération, après cette volonté d'évitement et la réhabilitation, aujourd'hui, la littérature va s'inscrire dans une relation complice avec le reste, une relation complice avec le reste des éléments du cours de FLE, et va devenir un élément indispensable au sein de la séquence.
Et pour commencer, je vais vous le montrer avec quelques extraits du manuel défi. Par exemple, dans le manuel défi 2, vous voyez ici la page de garde de l'unité 7. On voit qu'il y a tout un dossier qui est consacré aux livres, qui s'intitule « Les livres en fait ». Et on voit ici, donc j'ai encerclé ça en rouge, on voit que partout dans l'unité, le livre est présent, que ce soit dans la partie culture-société, que ce soit dans la partie communication et même dans la tâche, parce que dans la tâche, on va demander de constituer le catalogue d'une médiathèque. Et ici, dans l'unité, on voit vraiment que même à un petit niveau qui est le niveau A2, on va intégrer le livre dans la séquence avec les autres éléments de la séquence. Et on voit ici que l'objectif, c'est de découvrir le livre, mais aussi l'objet livre et l'événement qu'il y a autour du livre. Et donc, ça va impliquer un objectif de rencontre avec la culture. On a par exemple, ceci est illustré par les manifestations qui fêtent le livre au Québec. Et on a une panoplie de manifestations qui mettent à l'honneur tantôt la bande dessinée, tantôt le roman, tantôt la poésie. Et donc, on va pénétrer l'univers du livre, rencontrer la culture francophone au-delà de la culture franco-française, et on va demander donc aux apprenants de choisir quels événements ils préfèrent, et par là aussi on va travailler sur les types de textes qu'ils préféreront. Donc c'est une entrée en matière, c'est un premier contact avec le livre, pas encore avec le texte littéraire, mais avec le livre et l'événement littéraire. Dans la même unité, on a aussi une entrée sur si on n'aime pas lire, si on n'aime pas l'acte de lire, que peut-on faire avec un livre? Et on propose alors une activité de book face, donc de se prendre une photo de soi avec une couverture de livre, ou de bricoler à partir du livre. On peut imaginer alors de créer un meuble ici comme une petite étagère, mais on peut aussi aller un petit peu plus loin et avec le dos des livres, on peut demander aux apprenants de créer une petite histoire ou de faire passer un message avec les titres de livres. On l'a vu aussi, on a vu ce phénomène beaucoup sur Internet pendant le confinement. On a aussi la présentation des livres audio en disant quand on n'a pas le temps de lire, on peut aussi utiliser la version audio d'un livre. Alors ces activités autour de l'objet livre, elles peuvent également se décliner à tous les niveaux. Il y a des choses qu'on fait aussi, par exemple, chez les enfants, par exemple, on propose plusieurs albums et on demande aux enfants de créer un domino de livres. Et les enfants doivent chaque fois associer les livres avec un point commun. Donc ça peut être une image, ça peut être une couleur, ça peut être aussi une lettre. Mais si on peut le faire chez les enfants avec des albums, on peut évidemment le faire aussi chez des adultes avec des titres, avec des images de couverture, etc. Donc ça, c'est une première entrée au niveau A2 dans le manuel défi où on propose de travailler sur l'objet livre, l'événement littéraire. Alors, dans le défi 3, dans l'unité 1 du défi 3, on va poursuivre d'autres objectifs avec le livre et de nouveau, on va le travail sur le livre s'intègre vraiment dans l'unité et on le voit donc dans la partie culture et société et on voit
la troisième puce s'intitule La prochaine grande migration Mars. Et donc là, on va travailler une critique d'une bande dessinée qui invite à un voyage futur sur Mars. Et donc, on va mettre le texte en réseau. On va mettre le texte en réseau et travailler ici sur la critique. Et de la même façon, on va interagir avec le texte et on va impliquer l'apprenant dans la lecture. Alors voilà cette critique. Et donc on va demander aux apprenants de lire la critique. On va leur demander de dégager pourquoi la bande dessinée Mars Horizon est originale, et puis on va interagir avec le texte et demander aux apprenants pourquoi, si eux, ils aimeraient voyager dans l'espace, et puis on va prolonger la réflexion en se demandant pourquoi, selon eux, les humains quitteront la Terre un jour. Donc, c'est un deuxième contact au niveau B1 ici avec une mise en réseau du texte littéraire qui va, on l'espère, aboutir sur la lecture du texte original. Ensuite, on arrive alors au niveau B2 avec le manuel défi 4 et ici on est dans l'unité 5 et de nouveau on a mis le texte en réseau dans une unité qui est dédiée au travail. Ici, on va avoir toute une thématique, le travail dans la littérature, et on va avoir une sélection d'extraits littéraires. Et cette sélection d'extraits littéraires, elle va présenter divers aspects du travail, divers regards que l'on pose sur le monde du travail. Et ces extraits, ils vont contribuer vraiment efficacement et de manière pertinente à la tâche, puisque la tâche ici, ce sera de créer une revue sur le monde du travail. Et donc, dans cette sélection d'extraits, on a par exemple, vous voyez cet extrait à gauche de l'écran, on a un extrait de Joseph Pontus où on voit qu'il y a vraiment une harmonie entre le fond et la forme du texte. On voit que l'auteur va à la ligne. Il va très régulièrement et très fréquemment à la ligne, ce qui met en écho le travail à la chaîne qu'il critique dans son ouvrage. Dans deux autres extraits, celui de Thomas Gunzig et de Chloé Delhomme, on a deux portraits croisés de deux caissières avec deux réactions très différentes par rapport au travail. Une caissière qui s'efface, qui disparaît, et une autre qui met en évidence le rôle du syndicat. Et donc ici, on a vraiment, on peut, grâce à de petits extraits comme ça, utiliser les ressorts de la narration et voir comment ces ressorts vont mettre en évidence les idées et les perceptions que les auteurs ont voulu faire passer. Alors, dans défi 5, donc c'est vrai que c'est le niveau C1, mais je trouvais que la démarche est très cohérente dans les manuels défis. Donc, vous vous souvenez de l'extérieur du texte, de l'objet livre, on vient de travailler des extraits littéraires. Et ici, à nouveau, on va mettre un extrait littéraire en réseau, on va impliquer l'apprenant, ici non pas dans la lecture mais dans l'audition, et on va lui permettre d'interagir avec le texte et d'en analyser le contenu. Il s'agit ici d'écouter un extrait d'un texte de Laila Slimani et
on va le mettre en rapport avec les recommandations de l'art de la table de Brillat-Savarin. Et donc on a un texte plus ancien avec les recommandations de Brillat-Savarin et un texte plus moderne de Laila Slimani on va pouvoir confronter ces deux représentations. Mais l'extrait, ici on ne le lit pas et on utilise la version audio de Laila Slimani. Et donc ici, l'extrait va concrétiser et actualiser les préceptes gastronomiques. Donc, qu'est-ce qu'on remarque dans le travail du texte littéraire aujourd'hui? Ce qui est très important par rapport à ce qui se passait dans le passé, on n'utilise pas le texte en lui-même. La mise en réseau du texte est hyper importante. Donc, on va soit travailler sur l'objet livre, sur un événement littéraire, mais on va aussi travailler sur la critique du texte, sur une œuvre d'art auquel le texte fait écho. Donc, cette mise en réseau du texte est vraiment un élément incontournable. Et elle va aussi permettre d'appliquer, de faire entrer petit à petit l'apprenant dans la littérature. Il va interagir avec le texte et d'une certaine façon, son interaction, ce qu'il en aura dégagé, va lui permettre de contribuer à la tâche finale de la séquence. Et on voit cela dès le niveau B, dès les plus petits niveaux comme le niveau A2. Alors, comme je viens de vous le montrer avec les exemples de défis, et comme c'est rappelé avec la bande qui se trouve en dessous de la DIA qui reprend chaque fois les pages de garde, les fiches de présentation des unités, on voit bien ici que le statut actuel de la littérature en classe de FLE en fait une composante essentielle au même titre que le vocabulaire, la production orale ou les stratégies d'apprentissage. Et au centre du schéma, on voit la tâche ici, c'est l'objectif final, c'est l'aboutissement de la séquence qui est représenté par les petits pavés de couleur qui symbolisent l'enchaînement réfléchi des activités en 4 grandes étapes qui mènent à la tâche. Alors les grandes flèches que vous voyez, les flèches pleines, elles représentent ce que nourrit explicitement la séquence. Les éléments linguistiques, les références culturelles, les stratégies, c'est ce qu'on apprend réellement. Tandis que les flèches pointillées, c'est un petit peu ce qui se passe dans les coulisses et c'est un petit peu l'architecture, tout ce que le professeur va faire en amont, qu'on ne voit pas de manière aussi explicite, qui ne sont pas vraiment des objets d'apprentissage, mais qui vont quand même être très utiles à la tâche. Et donc, c'est par exemple les procédés de différenciation, c'est par exemple l'évaluation qui vont faciliter l'accomplissement des activités menant à la tâche. Et c'est dans cette structure, dans ce grand dispositif, que l'approche actionnelle va pouvoir se déployer et on peut la qualifier, et c'est Monique Deneyer qui utilise ce terme, elle qualifie cette approche actionnelle d'holistique parce qu'elle prend en compte tous les ingrédients nécessaires à l'apprentissage. Et Monique Deneyer comparait cette approche actionnelle holistique à un pain qui lève grâce à la combinaison judicieuse de tous ces ingrédients. Et la culture qu'avant on reléguait en dernière page, qui était même parfois rédigée par des auteurs différents des auteurs de l'unité, elle reprend ici
toute sa place. Ce n'est plus une activité facultative qu'on fait en fin de séquence, mais c'est une place indispensable qui lui est taillée sur mesure au sein de la séquence et qui va donner du corps, et du cœur aussi à l'apprentissage. Et la littérature, elle s'inscrit vraiment dans cette approche actionnelle de la culture. Alors, on va essayer de détailler un petit peu ça et de voir les différentes facettes que la littérature prend au sein de cette approche actionnelle de la culture. Alors, première facette, l'apprenant découvre le texte qui éveille sa curiosité, le contact est établi et l'apprenant s'implique dans l'activité de lecture. Alors, premier exemple, c'est un exemple qui vient de défi 4. C'est un extrait du roman d'Éric Orsena, La grammaire est une chanson douce. Et dans ce texte, l'auteur nous emmène dans un univers totalement fantaisiste où les mots prennent vie, les verbes fourmillent travaillent avec acharnement à la grande usine des phrases, les noms et les adjectifs font des couples heureux ou malheureux, l'expression « je t'aime » est en burn-out. Et donc, quand l'apprenant est confronté avec ce texte, avec cette mise en scène originale, romanesque, l'apprenant est également confronté avec une représentation légère, enthousiaste, poétique de la langue française qui va un petit peu ébranler sa vision plus stéréotype d'une langue austère, difficile. Donc les apprenants vont être un petit peu déstabilisés et vont remettre en question leur rapport à la langue. Et ces allers-retours vont vraiment aider l'apprenant à réfléchir son rapport à la langue, non seulement à la langue qu'il apprend, mais également à sa propre langue. Et donc là, on est vraiment au sein de la classe, on ouvre déjà la voie à une dimension culturelle. Un autre texte dans Défi, c'est dans Défi 3, ici, donc au niveau B1, où l'apprenant est interpellé par le texte. C'est le texte d'Amna et Samarâtre, il s'agit d'un conte, et donc l'apprenant va être interpellé par un texte qui est tout d'abord accessible. Il est accessible parce que les dialogues sont extrêmement explicites, le temps de conjugaison employé est le passé composé, le vocabulaire est assez simple et le texte fait référence à l'histoire quasi universelle de Blanche-Neige. L'apprenant va comprendre aisément les relations entre les protagonistes, la cruauté de la belle-mère envers sa belle-fille, la peur, la fuite, la rencontre improbable des frères Jim qui correspondent aux 7 petits nains, la toute-puissance du soleil. Grâce à ce conte, qui est proche d'un conte universellement connu, on va faciliter ce premier contact avec le texte et on va pouvoir impliquer assez facilement l'apprenant dans la lecture. Et donc ici, dans Défi, les auteurs ont proposé comme tâche finale de rédiger la vie actuelle d'un personnage de conte après la fin connue de son histoire. Et donc ici, on est de nouveau dans une dynamique entre réception et production qui va stimuler la créativité des apprenants. Et donc ici, les apprenants vont rédiger différents portraits de personnages et on va les rassembler dans un recueil. C'est une dimension collective qui va
qui va renforcer encore l'implication des apprenants dans leur lecture. Alors, deuxième facette, l'apprenant rencontre la culture. Et donc ici, le texte littéraire, la culture cible et l'apprenant, on va rencontrer la culture et on va amener à une réflexion. Et l'apprenant devient un acteur interculturel. Alors, je vois que Marjorie pose une question. La première, c'est l'apprenant s'implique dans la lecture. La deuxième, c'est l'apprenant rencontre la culture et devient un acteur interculturel. Et j'arriverai à la troisième par la suite. Donc, pour illustrer ce rapport à la culture, je vous propose ici un extrait d'un roman de Jean-Marc R, je me trompe toujours de prénom, de Jean-Marcel R, pardon, qui s'intitule « Le bonheur est au fond du couloir à gauche ». Alors, le texte est un petit peu loufoque, mais il reste très accessible au niveau de la langue, parce que on voit, quand vous regardez le texte comme ça, quand vous procédez à une vue hélicoptère sur le texte, vous voyez que on a une sorte d'énumération avec une liste, un inventaire des numéros de pages, et ensuite on a un texte qui est écrit en « je » au présent, et donc le texte reste très accessible. Alors, l'histoire, pardon, le narrateur se pose une question et il dit peut-être qu'il est lui-même une cause à défendre. Donc l'histoire s'apparente à une quête de sens, mais c'est une histoire qui se veut aussi un miroir satirique de notre époque. Et en deux mots, qu'est-ce qui se passe? Bérénice quitte l'auteur et celui-ci se donne 24 heures pour reconquérir la femme de sa vie et sortir de sa mélancolie. Et donc l'extrait se situe ici au moment où Michel croit avoir trouvé son salut. Il veut s'engager pour une cause. Une cause, oui, mais laquelle? Et grâce à cette question, l'auteur va livrer une vision complètement désabusée du clivage gauche-droite qui existe en France et qu'on connaît vraiment actuellement, du clivage gauche-droite, en comparant les causes de l'Observateur, le quotidien de gauche, et les causes qui sont proposées par le Figaro Magazine, le journal de droite. Et donc ici, on a un apport culturel gauche qui nous fait pénétrer un petit peu, qui nous fait aborder le clivage gauche-droite, mais on peut donc utiliser cet extrait en utilisant son apport culturel. On peut leur demander par exemple de réaliser un nuage de mots sur les causes à défendre dans notre société et on voit qu'on a toute une panoplie de causes, donc par exemple répondre à l'urgence climatique ou lutter contre la menace islamiste, réduire les dépenses publiques. Donc on peut travailler uniquement sur les causes. On peut également travailler sur les clivages et on peut aussi utiliser cet extrait pour montrer la polysémie du texte littéraire avec des éléments facilement identifiables. Le prisme à travers lequel l'auteur nous livre son ironie sur la société se reconnaît par la répétition de deux phrases assez jumelles et je les ai mises en vert. Donc j'ouvre l'Obs car la presse de gauche
sait ce que s'engager pour une bonne cause veut dire. Et cette phrase se répète, j'ouvre le Figaro magazine, car la presse de droite sait ce que défendre une juste cause veut dire. Et donc, on a cette répétition et c'est encore augmenté par l'envol. Donc, au moment de faire un choix, adulte et constructif pour une cause, l'auteur s'en va fredonnant une petite comptine dénuée complètement de sens. Amstram, gramme, piqué, piqué, collé, gramme. Et donc c'est encore là une façon de manifester son désabusement, son indifférence, sa nonchalance par rapport à cet engagement pour une cause ou cette situation politique. Alors, troisième facette, l'apprenant développe une posture de lecteur et là, en développant une posture de lecteur au sein de l'approche actionnelle, il va utiliser le livre, il va utiliser le contenu, il va utiliser son analyse sur le livre pour devenir un acteur social. Et là, je vous propose de nouveau deux extraits. Ce sont deux extraits et on va demander aux apprenants en classe de sélectionner parmi, non pas parmi deux extraits, mais parmi toute une série d'extraits. On va demander aux élèves de la classe de réaliser une anthologie d'extraits de littérature de l'immigration. Et par groupe de deux, ils vont chaque fois devoir choisir, sélectionner un extrait qui pourra rentrer dans leur anthologie. Et donc dans le premier extrait, on est l'extrait s'appelle Qui t'appelle Aïcha, pas Joséphine, et c'est un extrait d'un roman dont l'action se situe en Belgique dans les années 80. C'est la fête de Saint-Nicolas. Mimi, petite fille marocaine, rentre fièrement de l'école avec des mandarines et des biscuits spéculoos. Elle fredonne l'air de la chanson de Saint-Nicolas et elle dit « Saint-Nicolas va m'apporter une poupée, une poupée ». Et tout ça agace un peu ses parents qui lui expliquent que Saint-Nicolas est chrétien et qu'eux sont musulmans. Quelques jours plus tard, parce que la Saint-Nicolas, ça se passe le 6 décembre, l'histoire se répète parce que c'est Noël. Et l'histoire se répète, mais pas tout à fait, parce que si Saint-Nicolas n'a pas exaucé les vœux de Mimi, son papa lui a apporté un petit sapin de Noël orné d'une petite guirlande lumineuse. Ça, c'est le premier extrait. Et dans le deuxième extrait, on est au Maroc dans les années 50. Donc, c'est à nouveau un extrait de Laila Slimani, Le pays des autres. On est au Maroc dans les années 50. Mathilde est alsacienne et elle a rejoint son amoureux Amine qui a combattu aux côtés des Français pendant la guerre. Ce jour-là, Amine veut acheter un déguisement de Père Noël. La nostalgie de Mathilde et son mal de l'Alsace s'amplifient toujours à Noël. Amine, déguisé en Père Noël dans un Maroc déchiré entre colons et nationalistes, cherche simplement à rendre le sourire à sa femme, ce qui ravit ses enfants. Et donc ici, on travaille les extraits avec les apprenants et on leur propose simplement de comparer les extraits et d'évaluer leur pertinence dans une anthologie de la littérature de l'immigration. Donc quand on travaille cette posture de lecteur, on travaille vraiment à un niveau à l'intérieur de la littérature. On y reviendra plus tard. Et donc, d'autres moyens en classe de travailler cette posture de lecteur avec une série de tâches comme créer une revue de littérature en ligne, tenir un journal de lecture, rédiger un billet de lecture pour le site de l'école, réaliser un book trailer, organiser un cercle de lecture,
organiser un prix littéraire, participer au jury d'un prix littéraire. Donc là, dans la région où j'habite, on organise un prix qui s'appelle Euregio Culture, et donc les élèves peuvent élire le prix des lycéens de l'Euregio. Et ici, la particularité, c'est que les livres peuvent être lus en français, en allemand et en néerlandais. Et donc, au-delà de l'élection du prix, il y a également une rencontre interculturelle entre les élèves des 3 régions, francophones, néerlandophones et germanophones. Donc voilà comment la littérature peut s'intégrer dans une approche actionnelle en développant 3 facettes, je dirais l'implication, l'interculturel et la posture de lecteur. Alors maintenant, je vous propose de faire un zoom sur le texte littéraire et plus précisément le choix du texte. Et le choix du texte, c'est un petit peu toujours l'éternelle question dans le chef de l'enseignant. Est-ce que c'est le texte qui détermine la séquence et a fortiori la tâche finale, ou est-ce que c'est la tâche qui détermine le choix de mon texte? C'est difficile de répondre à la question parce qu'il faut tenir compte d'un paramètre selon lequel beaucoup d'enseignants de FLE, et on l'a vu au début du webinaire, sont aussi férus et passionnés de littérature et vivent de nombreux coups de cœur avec des textes auxquels il est parfois extrêmement difficile de résister. Alors on n'a qu'une envie, c'est les partager, et la classe de FLE devient alors un lieu de partage. Et ça, c'est quand le cœur parle. L'autre approche, c'est quand la séquence ou la tâche va orienter le choix du texte. On minimise dans ce cas-là le risque de dispersion, d'égarement. Le texte littéraire contribue alors à la réalisation de la tâche et de la séquence. Et ce qui est important dans le choix du texte, c'est d'avoir un texte qui touche, qui interpelle, qui défie. Donc là, c'est de le rendre un texte qui parle à l'émotion, je veux dire, mais il faut aussi que ce soit un texte accessible au niveau du contenu, de la longueur de la langue par rapport à nos apprenants, sinon on a l'impression d'être complètement dépassé et on perd les élèves, et un texte qui n'est pas une généralisation, un prétexte. Et alors je voulais juste vous faire part d'un texte que j'ai lu très récemment et qui reprenait un petit peu ses caractéristiques. C'est un extrait d'un jeune auteur belge francophone qui s'appelle Antoine Wouters. Il écrit Le musée des contradictions et il propose dans son texte de changer nos ministères. Et donc il propose d'instaurer un ministère de la planche à roulettes, un ministre de la sieste, un ministre du souvenir, de la vieillesse, du temps qui passe. Et donc, je trouvais que cet extrait était très court, mais qu'il reprenait un petit peu ses caractéristiques pour nous, enseignants de FLE, parce qu'il fait appel évidemment à beaucoup d'émotions, à quelque chose de vécu, mais en même temps, par cette énumération, il reste très accessible. Voilà, c'était un de mes coups de cœur. Ensuite, quand on choisit son texte, il faut mesurer son apport pour la tâche finale. Et donc, le plus souvent, on a un apport culturel et thématique. Et donc, l'apport va modifier va en tout cas modifier, enrichir, donner une autre direction à la tâche. Et donc les apprenants vont échanger à propos d'un sujet, d'un regard posé sur un sujet, et ils vont échanger sur les réactions que cela provoque entre eux. Il y a toujours dans ce cas-là un apport linguistique, lexical, mais ce serait
dommage de limiter l'apport du texte littéraire à ce seul apport lexical. Et puis, l'apport du texte peut être aussi textuel, et là, ça veut dire que le type de texte du texte littéraire va être aussi celui du texte de la tâche finale. Et quand les trois apports se retrouvent, on a alors le texte littéraire comme texte modèle. Et là, je vais vous illustrer ça par un exemple qui est également une petite pépite. Vous connaissez peut-être le petit roman, c'est une trentaine de pages d'Alain Damasio, qui est un auteur contemporain de science-fiction. Le roman s'appelle Scarlett et Novak. Il nous projette dans un futur assez proche et nous raconte une histoire sur l'hyperdépendance au smartphone. C'est vraiment à recommander. Je pense qu'on peut le lire avec des classes au niveau B1. C'est une vraie pépite. Et à la fin de son roman, Alain Damasio nous propose un slam qui s'intitule « Une vie passée à caresser une vitre ». Et il nous montre également comment on est emprisonné dans son smartphone. Il dit on est emprisonné dans un univers qui fait 10 cm sur 5 cm. Il explique dans son slam comment on peut être privé de sensations. Et donc, si on utilise ce texte dans une séquence avec un apport textuel, alors c'est la forme du texte qui est importante. Et donc, on va utiliser le slam ici. Et donc, si c'est un apport textuel, la tâche pourrait être de rédiger un slam sur une thématique d'actualité. Si l'apport est thématique, eh bien, on va utiliser les idées et donc la tâche pourrait être de participer à un débat sur les nouvelles technologies. Si l'apport est linguistique, on pourrait simplement rédiger le journal intime d'un personnage qui exprime ses émotions grâce à des métaphores, parce que le texte d'Alain Damasio est rempli de métaphores. Et enfin, si le texte Une vie passée à caresser une vitre est un texte modèle, alors les trois apports se rejoignent, et bien la tâche finale des apprenants pourrait être d'écrire un slam qui dénonce une addiction. Alors, dernière facette du zoom sur le texte, comme on l'a déjà vu avec les extraits du manuel DEFI, il est vraiment important d'encadrer, dans le cadre d'un cours de français langue étrangère, de l'encadrer avec d'autres documents qui vont faciliter sa compréhension. Et là, je les ai classés en 4 catégories que j'ai appelées les copies. Les copies, c'est les adaptations, les versions différentes, comme les versions audio, etc. Les encyclos, ça veut dire tout ce qu'il y a autour du texte et qui vont donner des informations complémentaires sur la thématique ou le sujet traité. Puis on a les critiques. Donc ça c'est par exemple le billet du libraire, les émissions littéraires, 4e de couverture, etc. Et ce que j'ai appelé écho, c'est les autres œuvres qui font écho. Et là, on a également un très bel exemple dans Défi 4, où on propose un extrait du roman Fief, un roman de David Lopez, qui nous immerge dans le quotidien d'une bande de copains en banlieue parisienne. Alors, l'extrait choisi est très intéressant parce que la langue utilisée, c'est celle des quartiers et ça va attiser la curiosité des apprenants. Et puis, il s'agit du récit du petit intello de la bande qui va résumer avec ses mots à lui Candide, le célèbre conte philosophique de Voltaire. Alors, Voltaire, sous le prisme de la langue des quartiers, quelle effervescence culturelle et simultanément un apport linguistique
hyper ciblé pour la tâche, puisqu'on va créer comme tâche, ce sera de créer un dictionnaire des expressions populaires de la classe. Et pour relever le défi de la lecture de cet extrait, qui n'est pas le plus facile, les auteurs l'ont encadré d'une critique et d'un résumé de Candide en français standard. Alors, après le zoom sur le texte, le zoom sur l'acte de lecture en classe de FLE. Et donc, parfois, la lecture en classe de FLE peut donner le vertige, et pour deux choses. Première chose, c'est qu'il s'agit d'une lecture en langue étrangère et que l'apprenant maîtrise moins bien le code linguistique, il va se sentir insécurisé, peu confiant, c'est une lecture qui va, c'est un sentiment qui va ralentir la lecture et l'apprenant va avoir tendance à en faire une lecture linéaire. Il va hésiter à utiliser les stratégies qu'il utilise dans sa langue maternelle. On va moins faire un balayage du texte ou utiliser cette vue hélicoptère, et donc on va avoir des apprenants qui font beaucoup une lecture très mot à mot, de peur de louper une info. Et d'autre part, ça c'est ce qu'on retrouve plutôt sur le côté droit de l'écran, les conditions en classe vont différer d'une lecture plaisir. On va avoir en classe une lecture collective, imposée, souvent dictée par un phénomène linguistique. Et donc on va avoir quelque chose, une lecture essorée aussi, où on va décortiquer tous les éléments du texte, et on n'a pas nécessairement toujours un projet de lecture, et cette lecture essorée va renforcer le caractère linéaire, source de découragement dans le chef des élèves. Alors une piste pour ça, c'est de donner plusieurs vies au texte, d'essayer non pas de rester à l'intérieur du texte, mais de donner plusieurs vies au texte. Et donc, de ces plusieurs vies au texte, je les ai divisées en 5 étapes, qui est de comprendre, confirmer, enrichir, formaliser, interagir avec le texte et contribuer au projet de lecture. Autrement dit, on va essayer de donner le temps au texte de s'épanouir, d'exister à plusieurs reprises dans la classe de langue. Et comme ça, on va atteindre les objectifs d'implication dans la lecture, de réflexion interculturelle et d'action sociale. Alors, première vue qu'on peut donner au texte, c'est de lire, comprendre. C'est le premier contact avec le texte. Et on va répondre à des questions pour ça. On va organiser un vrai-faux, un questionnaire à choix multiples. Et il ne faut pas oublier que dans certains cas, le travail du texte s'arrête à ce moment-là. Alors que dans une démarche actionnelle, ce n'est que le début. Puisqu'après avoir dégagé ces éléments, on va confirmer et enrichir ce qu'on a compris. Et ça, on peut le faire par l'interaction avec les autres apprenants. L'interaction alors est indispensable, et la dimension collective qui aurait pu paraître comme un handicap, elle devient vraiment un moteur de compréhension, d'implication dans la littérature. La troisième vie, on va formaliser ce qu'on a compris, on va formaliser le contenu du texte. Et puis, on va interagir avec le texte. Et en interagissant avec le texte, on va
se poser des questions par rapport à soi-même. On va créer cet aller-retour. Et l'apprenant interagit avec le texte et le texte va avoir l'effet sur lui d'un miroir déformant. Et ça, je reprends l'expression d'Abdallah Prechtei. Ce qu'on pense du texte, ce qui ressemble à mon expérience, on va rentrer dans des comparaisons. Et la 5e vue, c'est que, enrichi de cette rencontre, l'apprenant est prêt à agir judicieusement avec le texte dans le projet de la tâche et de la séquence. Et donc, de cette façon, on voit comment on peut donner vie au texte. Alors, un exemple avec une activité extraite d'entre nous. On a ici un petit extrait d'un texte de Frédéric Beigbeder où Marc passe d'une vision hyper pessimiste de la vie à une vision optimiste depuis sa rencontre avec la pétillante Alice. D'abord, on fait un petit vrai-faux. Ensuite, grâce à une correction collective, deuxième étape, les apprenants confirment leur compréhension. On formalise ça à l'aide d'une carte mentale, ce qui est arrivé à Marc, le personnage principal. Ensuite, on demande aux apprenants de réaliser eux-mêmes une carte mentale avec un événement qui a modifié leur vie et cet événement va les aider à rédiger en groupe le portrait d'un personnage et des événements qui ont marqué sa vie. Alors, le CECR répond évidemment à cette approche du texte et le CECR, dans sa nouvelle vision, a intégré cette nouvelle approche dans ce qu'il a appelé la médiation. Et si vous voulez, dans la version de 2001, la littérature était cantonnée aux compétences de compréhension de l'écrit et de production de l'écrite. Et dans le volume complémentaire de 2018, on a enrichi les échelles de compréhension de l'écrit et celles de production, notamment celle de l'écriture créative, mais on a aussi ajouté 3 nouvelles échelles qui sont lire comme activité de loisir, exprimer une réaction personnelle à l'égard de textes créatifs et analyser et critiquer des textes créatifs. Et donc là, dans le CECR, on intègre véritablement les dimensions que je vous ai présentées au début, que je vous ai présentées tout au long de la présentation, qui sont donc la prise de contact avec le texte, exprimer une réaction personnelle, l'impact du texte sur moi, et enfin analyser, critiquer des textes créatifs, donc en développant une posture de lecteur. Alors, je vois qu'il me reste 2 petites minutes. Je vais avancer un petit peu la présentation. Donc, je voulais détailler ici ce que le CECR propose à propos d'exprimer une réaction personnelle à l'égard des textes créatifs. Et donc là, on va vraiment développer la dimension interculturelle. On va faire des allers-retours avec le texte et on va utiliser le texte, comme le disait Abdallah Prechtei, comme un miroir déformant pour apprendre des choses sur nous-mêmes. C'est un petit peu ce qu'on fait ici dans Entre nous, où on propose le portrait croisé de 2 personnages dans 2 romans, un contemporain et un plus ancien, où tous les 2 sont harcelés. Et on va essayer de réfléchir, on va mettre la problématique du harcèlement au centre de la classe, chercher des solutions
et se poser des questions si nous-mêmes on connaît des gens, des personnages qui ont été harcelés. Deuxième alors approche, c'est quand on travaille dans la médiation, c'est quand on travaille le texte pour le texte lui-même, où on devient un apprenti libraire, un apprenti journaliste, un apprenti critique. Et là, j'avais de nouveau un exemple, et il me reste 2 dias. Ici, donc, au niveau A2, on propose de courtes présentations de romans. On dit, mais quel roman choisir pour les vacances? On en propose 7. Et puis, on propose aux apprenants, eux aussi, de produire un petit texte de présentation, une sorte de résumé apéritif de romans ou même de fiction qu'ils connaissent. Et donc, pour clôturer, je dirais donc, j'avais intitulé ce webinaire « Vénération, implication ou médiation ». Eh bien, on peut dire que grâce à l'approche actionnelle, où le texte littéraire est devenu vraiment un point important, il est également devenu un point d'ancrage du CECR à travers les échelles de médiation. Le texte s'intègre vraiment dans une approche actionnelle de la culture qui va impliquer l'apprenant en sollicitant une réflexion interculturelle et en développant une posture de lecteur. Et donc, bien choisi, bien intégré dans un dispositif efficace comme celui que je vous ai présenté avec les 5 vues du texte littéraire, il n'est plus vraiment un objet de vénération, mais il élargit l'horizon des apprenants qui s'y confrontent, mais aussi celui des enseignants qui s'y osent. Et voilà, je vais clôturer sur cette dia et je vous remercie pour votre attention. Je suis vraiment désolée des soucis techniques qui étaient un petit peu perturbants au début du webinaire. Je ne sais pas si on a le temps, mais je suis disposée pour répondre aux questions. Voilà.